Madame, monsieur, bonsoir. Aquatica à bord du Mercator. Et malgré le terrible froid de décembre, le Mercator reste sans doute le plus beau bateau de notre pays. Et c'est toujours un plaisir que d'admirer ce merveilleux monument de notre pays. Cela dit, présenter Aquatica reste pour moi toujours un très grand plaisir. Et comme d'habitude, l'émission de ce soir sera toujours très variée. Et on va commencer tout de suite avec un reportage qui nous concerne tous, puisqu'on va parler de loisirs. Le charme des canots en Belgique a souvent été souligné par les artistes, qu'ils soient écrivains ou chanteurs. Et c'est vrai qu'ils valent le détour. Alors pour les visiter, même si vous n'avez pas de bateau, c'est pas un problème, puisqu'il y a toujours une solution. Regardez. La solution en l'occurrence, c'est d'allier vacances et navigation. À bord d'une pénichette, un bateau facile à manœuvrer, pouvant abriter jusqu'à 12 personnes, vous pourrez visiter ces canots belges, mais aussi français et allemands. Et si vous n'êtes pas navigateur chevronné, pas de panique, tout le monde peut piloter ces bateaux. Aucun permis n'est exigé du fait que les bateaux que nous proposons ont une longueur inférieure à 15 mètres. Il ne faut aucune licence. Sur la base, il y a un chef de base ou bien une hôtesse qui, en 20 minutes, fait de tout client un capitaine confirmé. Un dessin animé pour prouver que le pilotage d'une pénichette est décidément un jeu d'enfant. C'est en tout cas la constatation de Madame Crick qui, avec son mari, est devenue une véritable passionnée des vacances au fil de l'eau. Nous partons en pénichette régulièrement, à peu près chaque année. On a fait beaucoup de régions différentes en France. Et c'est toujours un plaisir parce que c'est chaque fois un paysage différent, bien sûr, mais des découvertes aussi, de villes qu'on ne verrait jamais. Si on entre dans une ville en voiture par les faubourgs, c'est pas du tout pareil que quand on l'aborde par la rive d'un fleuve ou d'une rivière ou d'un canal. Donc ça ajoute encore au charme du dépaysement. Des découvertes touristiques mais aussi parfois gastronomiques et tout cela au rythme choisi. Les adeptes de ce type de vacances ont un mot d'ordre, la sérénité. Les seuls horaires à respecter sont ceux que vous avez décidés. On s'arrête toujours pour déjeuner, ça de toute façon. Et puis on prend son vélo, on va faire les courses au marché. Et puis on va se promener soit à pied soit en vélo. Et puis on se cherche un bon accostage pour la nuit. Tranquille, beau, avec des oiseaux ou des ragondins. Et voilà, et les journées s'écoulent comme ça, très doucement. Vous le savez, dans Aquatica, il y a toujours une place pour les enfants. À la traditionnelle liste des classes de neige et classes vertes, vous pouvez désormais ajouter les classes en pénichette. On leur apprend la navigation parce que c'est eux qui pilotent, bien sûr sous la surveillance d'un adulte. C'est eux qui amarrent le bateau dans une écluse, qui font les manœuvres dans les écluses, et ils prennent eux-mêmes leurs responsabilités, ils forment des groupes, et c'est une très très bonne relation entre enseignants et élèves, ou entre élèves eux-mêmes. Après la navigation tranquille, place maintenant la vitesse avec un reportage consacré au multicoque. Quand on évoque ce type de bateau, on pense inévitablement aux monstres sacrés des grandes compétitions. Et pourtant, il existe aussi des multicoques plus petits, et donc moins chers, et donc plus accessibles. Cela dit, les petits, comme leurs grands frères, ont leur compétition. Et de toute manière, quelle que soit la taille du bateau, les sensations qu'ils procurent restent toujours des moments très forts d'émotion. Alors qu'un nouveau style musical s'apprête à faire danser des générations entières, les plages californiennes sont le théâtre quotidien de ce sport mythique, le surf. Nous sommes dans les années 50, et que ce soit dans l'univers musical ou celui des surfeurs, les choses bougent, les technologies s'affinent. Ancien champion, Hobby Alter allait modifier la conception du surf en créant une planche en polyuréthane. C'est grâce à cette technique que les premiers Hobbycat ont vu le jour. S'inspirant des formes polynésiennes traditionnelles, le Hobbycat est un petit voilier à 2 coques, relié par un trampoline. Peu de temps après son invention, ce type de voilier devait fendre les flots californiens, puis les autres. La possibilité pour tous d'apprendre à naviguer dans la quasi-totalité des clubs de vacances fera de plus en plus d'adeptes. Reprenant à son compte l'œuvre de son père, Jeff Alter organise des courses de Hobbycat dans le monde entier. On entreprend également d'organiser de nombreux raids.
Que ce soit dans le domaine de la compétition ou celui des loisirs, la pratique du hobby cat exige une certaine condition physique et impose aux différents membres de l'équipage tant le souci du détail qu'une grande complicité. Ici, acrobatie en rappel, technique bien particulière. Là, plus loin, petit shampoing à l'eau de mer. Et puis, certains accrochages. Même au championnat du monde, cela existe. Là aussi, il y a les heures de pointe. Bref, plaisir des yeux, les courses de hobby cat sont de véritables ballets de la voile. À côté du hobby cat, ses cousins comme le Mathias, les Dart, les KL et bien d'autres ont aussi leur championnat du monde organisé par un Belge, Yvan Ries. Mais attention, ces grandes manifestations ne se déroulent pas forcément toujours près de chez vous. Pour participer à la Kata World Cup, il faut aussi être un globe-trotter. Le Kata World Cup est un circuit mondial en 6 épreuves sur 2 ans. Et nous avons donc un champion du monde tous les 2 ans. Donc 3 épreuves par an. Et ces épreuves se courent un peu partout. Donc on fait l'océan Indien, l'île Maurice, on fait la Thaïlande, on fait les Caraïbes, on fait le tour de Corse, on a également des épreuves en France. Certains participants de telles épreuves ne sont pas tous inconnus du grand public, loin s'en faut. Pour ne citer que Loïc Perron, Jean Morel, Florence Artaud, tous ont fait plus que goûter au multicoque. Et parmi ces coureurs, certains Belges, qui se sont sans doute entraînés sur nos plages, qui comptent de nombreux clubs tels que Coxide, Osdunkerque ou encore Knock. Mais c'est là-bas, à l'île Maurice, en plein océan Indien, c'est au mois de mars prochain qu'aura lieu une épreuve à laquelle Aquatica ne manquera pas d'assister. Le rendez-vous est donc pris. Moins impressionnant que le hobby cat donc, mais tout aussi fatigant, ces bateaux de 18 pieds qui fendent aussi bien les flots des tropiques que les eaux sablonneuses de la Manche sont pour certains de nos sportifs un outil de travail. Une fois mis à l'eau, ces engins de course se mettent à chasser les bouées. À la dernière Kata World Cup, les Belges sont loin d'avoir été ridicules. Au soleil, dans la joie et la bonne humeur, le palmarès. Fresnes et Lachapelle sont classés 3e, derrière Jean Morel et Landois, les vainqueurs, puis Lé et Comines. D'où qu'ils viennent, tous les équipages en veulent, ça c'est certain. Avec dans la tête, après la course, le rythme des tam-tams qui est là pour les acclamer sous le doux soleil réunionnais. Tout autre chose à présent. Vous le savez peut-être, mais il est possible en Belgique d'élever des poissons des mers chaudes. Évidemment, cela demande pas mal de conditions, mais ces conditions sont remplies parfaitement par l'eau de la Meuse, près de la centrale de Tillange. Au pied de cette centrale, il se passe des choses un petit peu étranges. À première vue, rien d'anormal, un paysage industriel de circonstance, mais derrière ce panneau, dans l'eau, il y a ceci. Piscimeuse, une pisciculture spécialisée dans le poisson exotique. Ici, pas de truite ou de brochet, parlons plutôt de tilapia, poisson-chat ou encore colossomas. Et oui, Tillange, c'est l'exotisme en bordure de Meuse. 6500 mètres carrés de bassin et 1 hectare d'étang pour permettre l'exportation chaque année de 300 tonnes de ces poissons.
Alors pourquoi ici, dans la Meuse et à côté d'une centrale nucléaire? Parce que justement, c'est cette centrale qui permet le réchauffement de l'eau indispensable à l'élevage de ces poissons. Mais attention, car si l'idée d'implanter une pisciculture au bas d'une centrale nucléaire n'est pas nouveau, le problème de sa rentabilité, lui, reste entier. Piscimeuse, sur ce point, est un bel exemple de réussite. C'est la plus importante pisciculture en eau chaude d'Europe. Les poissons que l'on trouve sur le site sont de deux ordres. Il y a ceux destinés à la consommation et les autres pour l'ornementation. Principalement, en poisson de consommation, nous élevons ici le tilapia, depuis le stade d'élevage jusqu'au stade de consommation. Ensuite, le clarias, nous l'importons à une certaine taille, nous le faisons grossir. Tout ce qui est poisson d'ornement, nous l'importons aussi bien des États-Unis, que ce soit du Sri Lanka, vous avez différents pays en réalité. Nous produisons à l'heure actuelle par année, en grosse majorité, c'est le tilapia, 250 tonnes et 150 tonnes de clarias. Et alors le reste, poisson d'ornement, ça c'est un autre district, c'est différent. Là, tout se vend à la pièce. Les poissons de consommation sont surtout vendus à l'extérieur, donc à l'exportation, c'est-à-dire en France, en Allemagne, en Angleterre et en Hollande. Tandis que les poissons d'ornement, c'est plutôt le Benelux. Tous ces poissons-là sont destinés au marché maghrébin. 400 tonnes de poissons sont vendues chaque année pour un chiffre d'affaires de 70 millions de francs. On exporte à Londres, Paris, Stockholm, où la population africaine immigrée n'a pas changé totalement ses habitudes alimentaires. Par contre, le Belge est un très petit consommateur de poissons, même si certains d'entre nous viennent faire ici leurs petites emplettes. C'est le même poisson qu'on mange en Afrique, on connaît. Il y a beaucoup d'Africains qui viennent acheter parce que on n'en trouve pas autre part. Il faut venir l'acheter ici. Donc ça vient d'Afrique alors. Et souvent c'est pas très frais. C'est mieux de l'acheter quand c'est frais. Les poissons de consommation représentent 70% du chiffre d'affaires. Les 30% restants concernent donc les poissons d'ornementation. Et c'est vrai que dans son salon, une petite carpe-coille, des esturgeons, des télescopes ou quelques voiles de Chine, ça peut faire son petit effet. Mais avant d'arriver dans votre aquarium, le poisson va devoir survivre. Premier obstacle, la mauvaise qualité de l'eau de Meuse. Il faut travailler avec les espèces les plus robustes, physiquement, mais aussi psychiquement, car ces poissons connaissent, tenez-vous bien, le stress. L'angoisse d'un transport difficile depuis le pays d'origine, et puis le stress d'une surpopulation dans les bassins d'élevage. La formule magique de Piscimeuse, c'est donc un mélange de recherche universitaire, Liège et Gembloux, c'est le savoir-faire d'un pisciculteur chevronné, et enfin, c'est aussi l'apport d'eau tiède fournie par une centrale nucléaire capable de transformer de l'eau de Meuse en un petit paradis aquatique. La Coupe de l'América, une des compétitions les plus prestigieuses au monde, va débuter au mois de janvier 95. À travers Aquatica, vous pourrez suivre toute l'évolution de la course, mais également aussi le travail d'un Belge, Vincent Moyersoms, qui dirige là-bas une équipe de 23 filles. Certains diront quel courage, d'autres quelle chance. Mais quel que soit le point de vue, cela reste tout de même un fameux défi. L'America Cup dans l'histoire de la voile, c'est tout simplement la plus prestigieuse course. Pour remporter le titre, des hommes, des sociétés, des pays sont prêts à commettre les plus grandes folies. Et dans ce domaine, le milliardaire américain Bill Koch n'a de conseil à recevoir de personne. Enfin, de personne, pas tout à fait, car Bill peut toujours compter sur un homme, un Belge, Vincent Moyersoms, pour diriger les opérations. Bill Koch est un phénomène, Vincent Moyersoms aussi. 1992, première participation, première victoire, historique. Notre victoire en 92 avait été gagnée avec une équipe qui était neuve. C'était la première fois que cette équipe s'était lancée dans la défense de la Coupe América. C'est aussi la première fois qu'une équipe qui s'est lancée, qui était neuve pour cette épreuve, est parvenue à gagner l'effort.
En 1995, Bill Koch n'est plus un novice, mais il veut toujours surprendre. Sa dernière folie, un équipage exclusivement féminin, une grande première dans l'histoire de l'America. Stupeur, évidemment, dans le monde très masculin de la Cup. Qu'est-ce que ce groupe de filles vient faire dans leur course? De la figuration, sans doute. Piquées au vif, vexées par ces remarques, les filles, sous la direction de Vincent, s'entraînent pratiquement nuit et jour. Évidemment, leur niveau physique s'améliore et leur degré de compétitivité aussi. À la longue, les sourires masculins, ironiques, se figent car l'équipage du bateau America Cube a été recruté de manière spécifique et même scientifique selon le principe « The right woman in the right place ». Au fil de l'eau, les résultats ont suivi très vite. Beaucoup de gens nous ont posé des questions au départ quand nous avons annoncé cet effort, pour savoir si les femmes allaient être suffisamment fortes physiquement pour tenir la distance, pour manœuvrer le bateau, etc. Et en fait, ce que nous avons découvert, c'est qu'après quelques mois d'entraînement physique et d'entraînement sur l'eau, au championnat du monde, nous étions l'équipe qui manœuvrait le bateau le mieux. En 1992, Bill Koch possédait le meilleur bateau. Il faut dire qu'il avait mis le paquet, plus de 2 milliards de francs belges. Mais pour tous ces richissimes passionnés, une victoire dans l'America, cela représente l'aboutissement absolu. Et cette année, Challenger et Defender vont encore repousser les frontières de la technologie. Et bien sûr, tout cela se paye. L'organisation du projet America Cube, c'est Vincent Moyer-Soms. Notre compatriote dirige les opérations et le programme technique. En d'autres termes, il s'occupe de tout, et donc de l'entraînement des filles. L'équipage féminin, c'est la dernière trouvaille de Bill Koch. Au départ, un coup de pub extraordinaire, mais un terrible défi aussi. Hier en Europe, il y avait Florence Artaud, et demain aux USA, il y aura peut-être Amy, Gigi, Leslie et toutes les autres. Au fil des mois et de la course, Aquatica suivra de très près l'évolution de l'America. Notre équipe sur place à San Diego vous fera découvrir les coulisses et l'atmosphère de cette compétition toujours très particulière. Aujourd'hui, tout le monde se prépare, les équipages sont confiants, car dans tous les esprits, ils vont tous remporter la coupe. Quoi qu'il arrive, ce numéro d'Aquatica restera dans nos annales. Je suis très heureux en effet de vous présenter le premier épisode d'une nouvelle séquence d'archives. Mais attention, pas n'importe quelles archives, puisqu'elles concernent un homme qui, n'ayons pas peur des mots, a contribué à l'histoire de notre pays. Je ne vais pas vous dévoiler son nom, je vais vous donner quelques indices. C'est lui qui a conçu le bateau, le Mercator, le bateau où nous nous trouvons, et c'est lui aussi qui a dirigé une expédition fantastique qui l'a emmené loin, très loin même, dans un pays où il fait toujours très froid. Alors, vous avez deviné? Non? Pas encore, mais alors c'est le moment ou jamais de le suivre dans ses aventures et dans cette expédition extraordinaire. Adrien de Gerlache de Gomery. En 1891, ce jeune lieutenant de la marine belge se sent irrésistiblement attiré par une contrée encore méconnue, l'Antarctique. Anvers, le 16 août 1897, le commandant Adrien de Gerlache prend enfin la mer après 3 ans d'efforts destinés à réunir les fonds nécessaires pour financer une expédition belge vers l'Antarctique. C'est la première fois qu'un projet relatif aux régions australes est élaboré sous un angle scientifique si complet. Au programme, observation hydrographique, reconnaissance des côtes, sondage, observation météorologique, mais aussi de la faune et de la flore.
Enfin, pouvoir atteindre ce continent mystérieux auquel les géographes avaient donné tant de formes différentes au cours des siècles. Le 19e siècle n'allait plus laisser la découverte des terres polaires au hasard de la chasse à la baleine ou au manchot. Le Suédois André venait de partir en ballon en direction du pôle Nord. Le Norvégien Amundsen, vainqueur final du pôle Sud, avait beaucoup encouragé de Gerlach. Le docteur Cook, un vétéran du Groenland, s'était offert comme médecin de l'expédition. Mais à peine dans la mer du Nord, la machine a une avarie. Il faut relâcher Ostende où 2 marins demandent à débarquer. Pendant que de Gerlach retournait à Anvers pour chercher des remplaçants, le Quint et Amundsen font les derniers préparatifs. À Rio de Janeiro, le docteur Cook rejoint l'expédition. À Montevideo, on engage un cuisinier qui tombe malade le lendemain du départ. Il doit être débarqué à Punta Arenas, où des actes d'insubordination contraignent le commandant à licencier 4 marins. Le botaniste et zoologue de l'expédition, Rakovica, avait précédé la Belgica dans le détroit de Magellan pour en étudier la faune et la flore. Le 1er janvier, à l'entrée de Aberton, l'expédition risque de se terminer avant même d'avoir vraiment commencé. Pendant que Arctowski s'occupe de la géologie et de l'hydrographie des terres magellaniques visitées, le docteur Cook étudie les Onas, une race d'Indiens en voie d'extinction. De stature élevée, grands chasseurs, ils vivent de guanacos, sorte de lama qu'ils trouvaient jadis en abondance dans les prairies, aujourd'hui envahies par les moutons des concessionnaires blancs. Les Onas ont dû gagner les montagnes arides de l'intérieur à la poursuite des derniers guanacos. Privés de leur gibier, les Indiens se rabattent sur les moutons. Les colons mettent leur tête à prix. Les chasseurs d'Indiens font leur apparition. La race des Onas est condamnée à disparaître. Le 10 janvier, la Belgica se dirige vers San Juan del Salvamento pour y compléter ses provisions d'eau douce. Les savants étudient les premières colonies d'animaux d'Antarctique, manchots et lions de mer. Dans le prochain numéro d'Aquatica, le 27 décembre, nous partirons avec la Belgica vers l'océan. Voilà, pour aujourd'hui, c'est terminé. Prochain rendez-vous le 27 décembre avec un Aquatica spécial où nous évoquerons les plus grandes compétitions de voile avec quelques-uns des meilleurs marins belges. N'oubliez pas donc, prochain rendez-vous 27 décembre. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt et merci. L'adresse d'Aquatica, elle est toujours la même. Le club, boîte postale 144 1080 Bruxelles 8, téléphone 02 465 71 94. Rediffusion de l'émission le samedi 17 décembre et la prochaine émission, vous le savez déjà, le mardi 27.